Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 2,5 millions de fonctionnaires, vous le savez, ont été appelés par tous leurs syndicats, à l'exception de la CFDT, à ne pas travailler aujourd'hui. Le courrier, les douanes, les écoles sont perturbées, le téléphone aussi, la voirie quelque peu. Nous ne savons pas pour le moment dans quelle proportion la grève est suivie, mais s'ils ne font pas tous grève, ils sont tous mécontents. C'est du moins ce qu'affirment ceux d'entre eux qui ont manifesté ce matin à Paris et que Bernard Olivier a suivi dans les rues. Ils étaient 10 à 15 000 fonctionnaires ce matin à manifester de l'Opéra au Palais Royal. Leur revendication, vous l'entendez, la reprise des négociations salariales interrompues depuis 3 mois. Cette négociation avait duré 30 heures. Le gouvernement, par la voix de M. Malo, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, proposait 5,7% d'augmentation des salaires. Les syndicats réclamaient 6%. C'était la rupture. Le gouvernement a alors donné une première tranche d'augmentation de 2% à dater du 1er janvier. Une nouvelle tranche de 1,5% devrait être donnée au prochain Conseil des ministres. Les syndicats de fonctionnaires affirment que leurs salaires ont pris du retard par rapport au secteur privé. Le gouvernement répond que les fonctionnaires bénéficient d'avantages et de promotions qui n'existent pas dans le privé. Peu de cours ont été donnés ce matin dans l'enseignement. Des retards dans le courrier auront lieu jusqu'au début de la semaine prochaine et dans les grandes villes, les poubelles sont restées sur les trottoirs. Débrayage également dans les chemins de fer et à Orly, des retards de 30 minutes étaient enregistrés ce matin sur les horaires habituels. À l'Assemblée nationale, la semaine a été laborieuse et austère. C'est la réforme communale qui en fut la cause. Le projet de regroupement et de fusion est voté par l'Assemblée, non sans quelques réticences, Daniel Brême. Oui, en effet. Mais enfin, par 351 voix contre 99 et 22 abstentions, ce projet de regroupement et de fusion des communes a tout de même été voté. Il va maintenant affronter d'autres censeurs au Sénat, le Grand Conseil des communes de France, où cet examen est prévu pour le 14 juin. Et là, la lutte va être encore plus difficile, puisque l'opposition, si j'ose dire, a en quelque sorte la majorité au Sénat. Alors, vous allez me dire probablement, qu'est-ce qui va changer pour les habitants de celles des communes qui seront vont fusionner. Oui. Eh bien, sur le plan de l'état civil, il n'y aura dans la plupart des cas pas de changement. Les registres resteront sur place dans les mairies actuelles, qui deviendront des mairies annexes, avec un maire adjoint. Et les communes pourront conserver leur nom et devenir des communes annexes. Enfin, les personnels communaux et les sapeurs-pompiers ont obtenu des garanties pour le maintien de leurs emplois. Mais sur le plan de la gestion financière, là, il en va tout à fait autrement. En effet, chaque commune mettant ses ressources à la disposition de l'ensemble, il y aura en principe, comme le prévoit le projet, de meilleurs équipements, d'autant plus que l'État majorera de 50% les subventions dans les cas de fusion. Ceci, vous le savez, pour les encourager. Il y a évidemment un revers de médaille, c'est que les impôts locaux risquent d'augmenter. Alors, on prévoit un étalement sur 5 ans, grâce, là encore, à une aide de l'État. Parce que les députés n'ont pas profité de l'occasion pour demander un peu plus d'argent. Oh, mais si, et sur tous les bancs. Et alors là, le ministre de l'Intérieur, M. Marcellin, a dit que sur ce point, plusieurs mesures étaient à l'étude. Enfin, il a également annoncé 2 autres réformes. L'une tendra à augmenter le nombre des conseillers municipaux en fonction du nombre d'habitants, et l'autre projet concernera les communautés urbaines. Je vous remercie. Trouver une place au soleil dans un monde en évolution technique très rapide, c'est là un des objectifs qui était proposé aux Français par les projets de formation permanente dont vous avez entendu parler hier, puisque le Premier ministre en avait parlé aussi bien à nos confrères au cours d'une conférence de presse qu'au cours de l'entretien qu'il avait accordé, l'entretien télévisé accordé à Pierre Desgros. Il est évident que les projets de loi du gouvernement devaient aussi provoquer, sinon la contestation, du moins la discussion, chez les experts, chez les intéressés, ce qui est normal, ainsi pour les responsables de l'enseignement technique qui ont suivi de près dès le début l'élaboration des projets de loi. Voici par exemple interrogé par Bernard Olivier, M. Étienne Camille-Perret, qui est le secrétaire général adjoint du SNES, le syndicat national de l'enseignement secondaire. Il y a effectivement dans les 4 lois qui seront présentées au Parlement quelques aspects ponctuels positifs. Par exemple, la reconnaissance des titres et diplômes
dans les conventions collectives est pour la première fois admise officiellement dans un article de loi. Mais à côté de cela, il y a une orientation générale d'ensemble des textes que nous condamnons. Nous constatons que le renforcement des séparations au niveau du premier cycle est affirmé dans les textes. Nous constatons également que dans tous les articles des lois, l'enseignement technique privé, l'enseignement professionnel privé sont favorisés au détriment de l'enseignement technique public. Cela se retrouve notamment dans la politique de financement basée sur le système des conventions. Et enfin, nous sommes obligés de regretter que l'État ne remplira pas entièrement sa mission, qui consiste à faire en sorte que les établissements d'enseignement technique public, à tous les niveaux, puissent accueillir dans les meilleures conditions possibles le maximum d'enfants. Une autre page, donc des étudiants gauchistes, cela s'est passé à Grenoble, se sont érigés à la fois en policiers et en justiciers, nous vous en parlons depuis hier. Ils enlèvent mercredi et le séquestrent un étudiant vietnamien de 26 ans. Ils l'accusent d'être responsable des bagarres du 28 mai sur le campus. Il y avait eu échange de coups de barre de fer, de revolvers et même de sabres. Relâché en début d'après-midi hier, l'étudiant vietnamien a été entendu par la police qui a essayé de reconstituer cette affaire. Vous avez entendu hier un des justiciers, un représentant de Secours Rouge. Voici ce que pense de l'affaire M. Maurice Niveau, qui lui est le recteur de l'université de Grenoble. Nous allons avoir Grenoble en ligne dans un instant. Monsieur le recteur, est-ce que l'on peut dire que la franchise universitaire, une fois de plus, est remise en cause après les incidents de la nuit dernière? Comme il n'y a pas de franchise universitaire sur un campus, on ne peut tout de même pas dire que ces franchises qui n'existent pas aient été remises en cause, surtout quand il s'agit simplement, pour la justice de ce pays, de s'exercer conformément aux lois de la République, conformément au code pénal, puisqu'hier soir, comme vous le savez, la justice s'est transportée à l'Université des sciences sociales pour ouvrir une enquête sur un délit extrêmement grave qui avait été commis par un groupe d'étudiants qui ont kidnappé un certain nombre de leurs camarades, 3 très exactement, et les ont séquestrés pendant un moment du moins dans la salle du conseil de l'Université des sciences sociales. Aucune franchise ne peut être invoquée pour empêcher que la justice ne suive son cours. Pourquoi est-ce que le recteur n'a pas demandé, parce qu'il s'agissait de 2 magistrats et de 2 policiers en civil, l'intervention des forces de police? Parce que, en l'espèce, il était préférable, du moins la justice en a décidé ainsi, et les responsables de l'ordre public, il était préférable que ce soit le juge d'instruction et le procureur de la République lui-même qui, en quelque sorte, constate le délit. Malheureusement, ils sont arrivés, je crois, 5 ou 10 minutes après le départ des occupants qui ont emmené avec eux, à ce moment-là, les étudiants qu'ils avaient kidnappés. Est-ce que le domaine universitaire ne devient pas petit à petit un refuge pour toutes sortes de personnages? Certes, malgré l'absence de franchise en ce qui concerne le campus, puisque les franchises ne s'appliquent qu'aux bâtiments universitaires à l'intérieur desquels les présidents sont responsables de l'ordre. Malgré l'absence de franchise sur un domaine, bien que ce domaine soit soumis, Dieu merci, comme n'importe quel autre espace du territoire national, aux lois et aux règlements en vigueur dans le pays, il faut bien reconnaître que l'insécurité est malheureusement trop souvent la règle sur le domaine universitaire. Quelle en est la cause? Eh bien, je tiens à souligner que la cause en est très vraisemblablement, très immédiatement, l'action menée par les groupes gauchistes depuis plus de 2 ans. Ces groupes gauchistes, qui représentent une infime minorité, comme vous le savez, d'étudiants et d'étudiantes, règnent par la violence et se comportent comme de véritables fascistes d'extrême gauche. Ils ont fait la démonstration que la violence était payante et de ce fait ont attiré certains délinquants, certaines formes de délinquance que l'on trouve dans tous les grands ensembles urbains. Et aujourd'hui, peut-être que leur action va susciter, par réaction, certains groupes d'autodéfense qui ressortissent, en ce qui les concerne, un fascisme que je qualifierais de droite. Cela est triste, mais il convient de le souligner, car c'est un fait. Alors, quelle serait la solution? Vous savez qu'il n'y a pas 2 solutions. En tout état de cause, il ne peut pas y avoir l'amorce d'une solution tant que les universitaires, tant que la collectivité universitaire, étudiants et enseignants, élevant le débat, si je puis dire,
n'auront pas pris conscience de la gravité de ces événements et ne condamneront pas de façon non équivoque ces violences, d'où qu'elles viennent, et ne prendront pas des mesures disciplinaires conformément aux règles de l'université pour exclure ces hors-la-loi. Car enfin, la vie de l'université qui se doit d'accueillir toutes les tendances, toutes les idéologies, toutes les formes de pensée, n'est pas compatible avec la violence. Il faut que les violences soient exclues de l'université. Je ne pense pas que cette exclusion se fasse très facilement par une intervention extérieure. Je crois que cette exclusion commencera par cette prise de conscience et une action directe dans le cadre de la règle de vie de l'université, des universitaires eux-mêmes. Voici donc jugé par un recteur une certaine manière de se conduire de certains étudiants. Voici maintenant jugé par un journaliste qui en a été la victime une certaine manière de se conduire de certains policiers. Il s'agit des accusations de notre confrère Alain Jobert, le journaliste qui a été blessé, comme vous voyez ici la photographie, au cours d'incidents avec la police pendant une manifestation antillaise samedi dernier. Une nouvelle manifestation s'est déroulée aujourd'hui, après la manifestation silencieuse d'hier. L'Union nationale des syndicats de journalistes, le Comité de défense de la presse et des journalistes et diverses autres associations de la presse ont appelé à manifester devant le ministère de l'Intérieur afin de prouver leur solidarité avec Alain Jobert. Et en même temps, l'Union nationale des syndicats de journalistes confirme son ordre de grève pour le vendredi 4 juin de 13h à 15h. Elle précise que cette consigne doit s'accommoder avec un service minimum dans les rédactions. Notre première page de la Bourse à présent, l'enquête mensuelle de l'INSEE vient de paraître. Il s'agit, Gérard Vidalanche, d'une espèce de prise de température mensuelle et à la fois de la hausse des prix et de la productivité par les patrons. Quelles sont cette fois-ci leurs conclusions? Oui, Georges Walter, tous les mois, les patrons sont consultés et ces sondages sont très intéressants car ils permettent de prévoir, d'anticiper un petit peu l'évolution des affaires. Eh bien, les patrons prévoient un accroissement encore de leur chiffre d'affaires. Les carnets sont assez bien remplis, notamment grâce aux commandes de l'étranger, mais on constate tout de même un certain ralentissement de cette cadence, de cette croissance, et ceci parce que précisément, il y a une sorte de mévente dans certains secteurs, comme les biens d'équipement, les équipements lourds, et ce ralentissement, donc, peut créer probablement une sorte de ralentissement de la production, mais quoi qu'il en soit, les patrons tout de même restent optimistes. Leur inquiétude, ce sont toujours les prix, et bien entendu, ce sont eux qui sont en quelque sorte responsables de cette situation, puisqu'il y a des augmentations de salaire auxquelles ils consentent, et bien entendu, le gouvernement, pour l'instant, n'a pas cherché ni à bloquer les salaires, ni à bloquer les prix, mais vous le savez, les experts gouvernementaux, en tous les cas, se posent des questions. En ce qui concerne la Bourse de Paris, aujourd'hui, c'est la hausse des pétroles, forte hausse. Voici la Française des pétroles, par exemple, en gain de 5% à l'ouverture. Je crois que c'est vraiment la tendance la plus décisive à l'ouverture de la Bourse de Paris aujourd'hui, une vague d'achat sur les grandes valeurs pétrolières françaises. À vous, Georges Walter. Information générale, 3 enfants ont péricarbonisé dans l'incendie d'un appartement de Créteil dans le Val-de-Marne. Les responsables sont-ils la mère et son ami qui se querellaient fréquemment lorsqu'ils étaient pris de boisson? Christian Colombani. C'est dans cet appartement de la rue Henri Barbus à Créteil que l'incendie s'est déclaré cette nuit vers 1h. Les pompiers immédiatement arrivés sur les lieux ont eu du mal à maîtriser l'incendie d'une rare violence. Les flammes sortaient des fenêtres de plusieurs étages et c'est dans un amas de cendres et de décombres qu'ils devaient découvrir les corps carbonisés de 3 enfants. Les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées, mais d'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait d'origine criminelle. C'est après une dispute avec Madame Ducastel, la mère des 3 enfants, que son ami Claude Spitael aurait renversé un récipient d'essence et y aurait mis le feu. Claude Spitael est actuellement entendu par la police. Quant à la mère des 3 enfants, traumatisée par le drame, elle a dû être hospitalisée. Ce n'est qu'à l'aube que les 30 habitants qui avaient dû évacuer l'immeuble ont pu regagner leur appartement. Concorde. L'avion Concorde qui continue à emporter régulièrement pour ses vols d'essai
sa cargaison de hautes personnalités, de ministres et de PDG, n'avait pas pu, hier, au cours de son vol d'essai, atteindre la vitesse de Mach 2. Et aujourd'hui, il y a eu un nouveau vol du prototype 007, du prototype 001, l'influence d'une certaine littérature. Jean-Pierre Mitois, vous êtes au Bourget. Est-ce que cette fois, 001 a réussi à passer à Mach 2? Oui, Georges Walter, Concorde a volé aujourd'hui à Mach 2 et rattrapé ainsi sa petite bévue d'hier. Il faut dire que l'incident était mineur. Il s'agissait de l'encrassement des bougies qui a empêché l'allumage de la post-combustion et bien entendu, tout a été réparé dans la nuit. Pour ce nouveau baptême supersonique qui devient maintenant une tradition au Salon du Bourget, avait pris place à bord M. McDonnell Douglas, qui est président de la société qui fabrique notamment les DC-8, les DC-9, les DC-10, M. Barry Goldwater, fils du sénateur de Californie, et M. Schaeffer. M. Schaeffer est un personnage très important. Il est le président de la Federal Aviation Agency et de lui dépend l'autorisation de survol et d'atterrissage des avions supersoniques aux États-Unis. Concorde a effectué le même trajet qu'hier, c'est-à-dire Cherbourg, l'Atlantique, puis retour vers Saint-Nazaire et le Bourget. L'avion, cette fois, a volé 1h39 minutes, dont 51 minutes à la vitesse supersonique et 26 minutes à Mach 2. Le contrat était ainsi rempli. L'avion a été piloté par messieurs Franqui et Defer. À vous, Cognac-G. Merci. Je vous rappelle que pour son émission du Club de la Presse, Jacques Salbert recevra ce soir ses invités au Bourget, dans la maquette de l'avion Airbus, que ses invités seront M. Chamand, ministre des Transports, M. Ziegler, qui est le directeur de la SNIAS, c'est-à-dire la Société nationale d'industrie aéronautique et spatiale, ainsi que nos confrères Dominique Padot, directeur de l'Aurore, Jean-Pierre Mitois, que vous venez de voir, qui est spécialiste des questions aéronautiques au Figaro et Information Première, et Philippe Tesson, rédacteur en chef du journal Combat. Et pour rester encore un peu dans l'aviation, du moins l'aviation au sol, eh bien, le plus grand aéroport français se construit à Roissy en France, au nord de Paris, et Georges Leclerc vous présente l'état des travaux. À 25 km au nord de Paris, sur l'autoroute A1, de gigantesques travaux préparent en effet le futur aéroport international de Roissy en France. Par sa capacité, il sera l'un des premiers au monde et surtout, il sera l'aéroport de l'avenir le plus près de la capitale qu'il doit desservir. Paris n'est en effet qu'à 25 km des pistes. Ces pistes, vous le voyez, sont déjà en grande partie construites, à tel point que la semaine dernière, au début du Salon du Bourget, un prototype soviétique, le Tu-154, a failli s'y poser. Vu du ciel, il est vrai que Roissy en France ressemble déjà à un aéroport, et cela 3 ans avant sa mise en service. La conception des installations fait rêver. L'aérogare pourra accueillir 30 millions de passagers par an en 1980, alors que le trafic actuel d'Orly et du Bourget n'est que de 12 millions de passagers par an. Toutes les constructions sont prévues en fonction de cette gigantesque augmentation. Vous avez vu la tour de contrôle, voici l'aérogare et vous verrez la centrale électrique. Mais il faut dire déjà que les techniciens pensent à la saturation de Roissy en France et une deuxième tranche de travaux sera entreprise l'an prochain. Roissy ne sera en fait terminé qu'en 1985. Les sports à présent. Votre sport aujourd'hui, Patrick Chapuis, c'est la boxe. Ouais. Votre homme, Ménétret. Ménétret, c'est lui qui est à droite. Il va affronter Ralph Charles qui est un Anglais, qui est le tenant du titre européen des welter. Et ce match est très très important pour Roger Ménétret, non seulement parce que le titre est en jeu, mais aussi parce que Ménétret a besoin de prouver qu'il possède vraiment cette arme qu'on appelle le punch, ce punch qu'on lui accordait généreusement l'année dernière, et qu'on semble lui contester un peu cette année après ses 3 échecs successifs devant Lopo Polo, devant Dario Hidalgo et aussi devant Ricky Porter. En tout cas, nos camarades de la station de Lyon ont rencontré hier Roger Ménétret à l'entraînement, et vous allez voir que comme son entraîneur, il paraissait assez confiant. Monsieur Coulbeau, vous êtes le manager de Roger Ménétret. Nous sommes, on peut le dire maintenant, à une journée de la rencontre avec Charles à Genève. J'ai l'impression, en connaissant bien Roger, que rarement, on peut le dire peut-être pour la première fois, il atteint ce summum de perfection. Alors, vraiment, moi qui suis avec lui pas mal de temps, cette partie de Josselin et tout, en ce moment, il est vraiment dans une forme
éblouissante. Il a fait le maximum de travail, un nombre de rounds considérable, des kilomètres de footing. Ça a été journellement un entraînement alors très intensif, suivi par le kinésithérapeute, par les toubibs. Enfin, vraiment, il a mis le paquet. Et puis il a mis le paquet partout. Et puis en plus de ça, il a cette hargne qui est revenue. Vaincre, il veut vaincre. Roger Ménétret, on va lui demander un peu ce qu'il en pense, puisque maintenant, lui, il arrive à terme de cet entraînement. C'était les 2 dernières rounds, mais ils ont dû paraître bien légers, puisque maintenant... Oui, disons que là, c'était pour entretenir un petit peu, quoi. Moi, je pense que je suis en pleine possession de ma forme, quoi. Et je crois que j'ai tout fait pour y arriver là. C'est un Roger Ménétret qui a énormément travaillé, votre manager l'a déclaré, et vous êtes découvert une nouvelle ambition après les échecs relatifs de cet hiver. Oui, bien sûr, les échecs, de toute façon, je les ai expliqués, je les attendais déjà depuis longtemps, puis ça fait quand même 4 saisons que j'arrête pas. Et j'attendais un peu ce passage à vide, mais il est passé. Roger Ménétret, on sait que vous détenez la foudre dans les poings. À votre avis, un petit pronostic avant le combat contre Charles, on ira à la limite? Je ne pense pas que ce soit d'un côté ou de l'autre, puisque Charles frappe aussi, mais ça m'étonnerait que le combat aille à la limite. Donc, Ménétret boxe ce soir, mais quand on parle de Roger Ménétret, on peut s'empêcher de penser aussi à Marcel Cerdan. Vous savez que les deux hommes ont toujours refusé de s'affronter. Ménétret a choisi le championnat d'Europe. Cerdan, lui, a plutôt opté pour le championnat du monde. Et justement, ce soir, se dispute au Forum de Los Angeles le championnat du monde des poids welter entre José Napoles, le Cubain, qui va tenter de reprendre son titre à l'Américain Billy Backus, qui lui avait dérobé il y a quelques mois. En bref, maintenant, les autres titres de l'activité sportive. En football, l'équipe anglaise de Leeds a remporté la Coupe des villes de foire que brandit ici le capitaine Billy Bremner. Tennis, Kodesh a éliminé Patrick Proisy, donc il ne reste plus de Français dans les internationaux de Roland-Garros, mais 3 joueurs de l'Est sont en demi-finale. Demain samedi, donc, le Tchèque Kodesh contre le Yougoslave Franulovic et le Roumain Nastase face à l'Américain Froling. Cyclisme enfin, Poulidor a confirmé qu'il ne participerait pas au Tour de France cette année. Il se réserve pour faire ses adieux au cyclisme dans le Tour 72. Il aura alors 36 ans. Dans la course du Midi Libre, Eddy Merckx a pris la tête. Aujourd'hui, 2e étape entre Béziers et Millau, 183 km. Reportage en direct tout à l'heure sur la première chaîne à partir de 15h45. Merci. Étienne Laloux nous attend à présent avec 2 invités. Jean Pronto, directeur des éditions Anthropos, qui va parler des écrits du curé Mélier, et Albert Simonin, qui vient d'écrire un livre dont le titre est « Ô tu sois qui mal y pense ». À vous, Hebdo Midi Livre. C'est en effet de 2 personnages assez caractéristiques que nous allons parler. L'un qui est mort depuis 250 ans, le curé Jean Mélier, et l'autre auquel Albert Simonin a donné vie depuis assez peu de temps et qui s'appelle le Hotu. Albert Simonin, ce Hotu, vos lecteurs commencent à le connaître puisque c'est le 3e livre dans lequel on le voit apparaître. 3e volet. Mais il fallait ça parce que ces aventures sont des aventures qui avancent lentement. Lentement, oui. Vous comprenez, c'est vraiment pas le western, c'est pas la fantasia à Place Pigalle. Ça va. J'essaie de restituer tout de même la psychologie des truands de cette époque, car l'action se situe en 1928. Vous l'appelez Histoire de la vie d'un Missel. Oui. De la vie d'un Missel. Oui, c'est en même temps toute une époque. C'est toute une époque et qui a des grandes similitudes avec la nôtre, car il y a eu à l'époque une poussée de drogue. 28-30, une poussée de drogue qui avait effrayé même les policiers qui n'y comprenaient rien. Parce qu'il y avait eu un transfert de clientèle, au lieu d'avoir des artistes, des gens du monde, tout à coup ils découvraient des couches prolétariennes qui scamaient. Que s'était-il passé? D'astucieux trafiquants avaient compris que la cocaïne ne donne qu'un manque tout relatif, et qu'on peut se désintoxiquer très facilement. Ils avaient substitué l'héroïne. Et ils avaient commencé par cammer des dames de petite vertu, enfin disons la vérité des putes,
qui, à leur tour, camaient leurs clients. Alors, c'est de l'abomination, de la désolation, là. Vous savez qu'en littérature classique, il y a ce qu'on appelle les romans d'apprentissage. Un jeune homme va entrer dans la vie et puis il se forme et il devient peu à peu un homme. On peut dire que c'est un roman d'apprentissage, le vôtre, sauf que c'est pas un homme qui devient, c'est un bon truand. Il est parti petit truand et petit à petit, il va devenir un vrai. Oui, c'est exact. Vous l'avez bien défini. D'ailleurs, en vérité, au moment où j'abandonne mes deux personnages, car il y a le Hotu et puis il y a son fidèle second Polo, ils viennent enfin d'obtenir ce qu'on pourrait appeler le CAP de truandage. Exactement. Et ils vont voir s'ouvrir devant eux sans doute une carrière fructueuse. Ils vont aller jusqu'au bachot, peut-être. Oh, il y aura même... Le Hotu ira jusqu'à l'agrégation. Alors, naturellement, on ne va pas vous faire raconter l'histoire, ça ne se fait Non, jamais non, avec non, un roman absolument policier. On pourra en dire la saveur, mais vos lecteurs connaissent déjà votre parler si particulier. Ils ont lu Touchez pas au Grisby, ils ont lu vos dictionnaires d'argot. Est-ce qu'il y aura d'autres Hotus ou bien est-ce que c'est le dernier, puisqu'au départ vous en annonciez Eh bien, trois. je vais vous sembler extrêmement vaniteux, mais je dois reconnaître que le livre est sorti depuis une semaine et j'ai reçu déjà des lettres de lecteurs me disant surtout ne tuez pas le Hotu. Ne tuez pas le Hotu. Ça se pêche le Hotu. Ils veulent, oui, ça se pêche. Non, ils veulent le voir opérer encore, mais alors je peux pas. J'aurais mauvaise grâce à refuser ça à des lecteurs. Donc on peut en attendre au moins un quatrième. Oui. C'est aussi un drôle de Hotu que le curé Mélier. Et beaucoup voulaient le tuer, d'ailleurs. Et beaucoup voulaient le tuer, ou le pêcher. Vous voulez nous raconter un petit peu son histoire, Jean Pronto? Le curé Mélier n'a pas pu venir lui-même, il est mort il y a 250 ans, mais c'est vous qui avez ressuscité son œuvre, qu'on connaissait très très mal, dont on entendait parler, on savait que ça existait, on savait qu'il y avait eu à Amsterdam autrefois une soi-disant œuvre complète du curé Mélier, mais c'est tout ce qu'on savait. Ben oui, Mélier est mort il y a à peine 250 ans, et cependant il est à peu près inconnu des Français. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, parce que son œuvre n'a pas été publiée de son temps, et on peut comprendre pourquoi. Il était d'une formule un peu rapide, mais assez bonne, qu'a employé Dommanget. Il était, sous Louis XIV, à la fois curé, athée, communiste et révolutionnaire. Ça n'a pas facilité la diffusion de l'œuvre. Oui, mais ça aide à la rendre intéressante maintenant. Ça lui donne une certaine actualité. Non seulement une certaine actualité, mais ça donne aussi un éclairage très étonnant sur l'histoire des idées en France. Cette histoire des idées avait permis de connaître quelques extraits de Mélier. Voltaire, notamment, avait pris tout ce qui était la tradition anticléricale. Il s'en est servi, D'Holbach aussi dans le bon sens. Seulement, il s'en est servi en cachant tout ce qui attaquait la propriété. Et le curé Mélier, en fait, nous est restitué dans son œuvre complète par Desnay de Prince au Boule, trois universitaires très compétents, et plus que ça, très amoureux quand même de ses précurseurs de la pensée sociale. Et finalement, c'est une œuvre très violente. C'est une œuvre très violente dans sa conception. C'est vrai qu'il mettait complètement en cause non seulement les religions, qu'il pensait inventées par quelques-uns pour dominer tous les autres, il mettait en cause aussi tout le système d'organisation sociale, non seulement de son temps, mais au-delà, puisqu'il pensait que c'est l'appropriation privée des biens de la terre qui crée tous les misères du monde, et qu'il faut aller vers la communauté des biens. Je ne dis pas le communisme, il n'en était pas à cette expression. Et puis il mettait même en cause des choses qui viennent maintenant, qui sont, je ne dis pas mises en cause, surtout je n'oserais pas le dire, mais enfin qui sont quelquefois sujets à critique, peut-être contestés, le mot est exact. Par exemple, l'institution du mariage, l'éducation des enfants par la famille, ou des choses qui restent encore de notre temps. C'est-à-dire que le curé Mélier, il est actuel et pas encore tout à fait actuel. C'est à la fois un précurseur. C'est à la fois un homme qui nous éclaire sur le passé de la France, qui nous pose beaucoup de problèmes d'aujourd'hui et qui fait germer aussi quelques idées. L'homme était savoureux aussi. L'homme était merveilleux. Sait-on quel accueil ses contemporains, lui... Mais l'homme n'a pas pu être publié de son vivant. Le tribunal ecclésiastique l'aurait envoyé aux galères. Il a donc fait c'est une sorte de roman policier, si vous voulez. Mais de la série rouge. Il a fait 3 manuscrits. Et il a pris les précautions pour que ces manuscrits ne puissent pas être saisis ni par l'évêque après sa mort, etc. Ces manuscrits se sont répandus, un certain nombre ont été copiés. Il y avait beaucoup de copistes à cette époque
la littérature clandestine soviétique nous donne aujourd'hui des aspects de ce genre, c'est-à-dire que l'œuvre a été connue par fragments et par copies dans une partie de la population. Cependant, elle n'a pas été éditée. Au moment de la Révolution française, on n'y a plus pensé, et après la Révolution française, on a beaucoup pensé qu'il valait mieux qu'elle ne soit jamais éditée. Vous avez publié actuellement 2 volumes, je crois qu'il y en aura 3. Le 3e paraîtra à l'automne. Paraîtra à l'automne. Oui. On ne les trouve pas actuellement en librairie, mais on les trouve au siège des éditions, 15 rue Racine. Donc, je rappelle les titres des 2 livres dont nous venons de parler. Un roman dans la série noire de Albert Simonin, Ô tu sois qui mal y pense, et aux éditions Anthropos, les œuvres de Jean Méliès, tome 2. Donc, après la littérature, notre 2e page de bourse. Gérard Vidalanche en parle beaucoup depuis quelque temps. C'est un peu la vedette de la Bourse de Paris de découverte de gaz dans la mer du Nord. Absolument, on pourrait même donner un titre, la bourse au parfum. La bourse est persuadée que la mer du Nord est un pactole et que on découvre donc des gisements, sinon tous les jours, mais fréquemment. Effectivement, il y a une forte hausse de la norvégienne de l'azote, des pétroles d'Aquitaine, de la française des pétroles. Commençons tout de suite, si vous voulez, par les cours des pétroles d'Aquitaine. 634, c'est un cours record, 635 même en séance, si bien que cette valeur a progressé de 35% depuis le début de l'année. Des indications ont été données par les dirigeants des pétroles d'Aquitaine hier concernant les développements de la société, et il semble bien qu'il faille s'attendre à une nouvelle hausse du prix du gaz naturel après celle de 15% qui a été accordée par les pouvoirs publics. En effet, les dirigeants des pétroles d'Aquitaine voudraient que le prix du gaz soit en quelque sorte totalement indexé sur le prix du fioul qui a beaucoup monté. Pétrole également en hausse en ce qui concerne la Française des pétroles. Voici du reste les cours. Ce sont des cours en forte hausse car en ce qui concerne la Française des pétroles, non seulement la société est intéressée en mer du Nord, mais elle vient d'annoncer des résultats des chiffres d'affaires en augmentation. Voici le cours de l'azote. Vous voyez 878 contre 824. Le cours du début de l'année était de 400. On peut vraiment parler d'un boom, d'une envolée tout à fait exceptionnelle. Il y a du reste un communiqué de la norvégienne de l'azote, qui, je le rappelle, est une société d'économie mixte, une société dans laquelle le gouvernement norvégien, qui est socialiste, détient 51% du capital. Eh bien, ce communiqué dit qu'il y a une possibilité pour que l'on se trouve en présence d'une découverte de très grande importance du côté du sondage de Frigg, au nord des côtes norvégiennes. La Française des pétroles, en hausse de 5% aujourd'hui, 206 contre 196. Je vous disais que les chiffres d'affaires du groupe étaient en augmentation, en effet de 25% pour 70. Jonglons un petit peu avec les milliards, c'est un chiffre d'affaires qui approche 11 milliards de nouveaux francs. Il y a eu tout de même une baisse du bénéfice de 18% pour l'ensemble du groupe en 70, mais ceci tient compte de l'aggravation de la fiscalité en Algérie qui a amputé les bénéfices de la Française des pétroles. Donc, une bonne séance, et ceci est intéressant car le début de la semaine avait été plutôt maussade, morose. Eh bien, on finit en beauté en quelque sorte à la Bourse de Paris grâce à la hausse des pétroles. À vous, Georges Walter. Ce journal qui est maintenant terminé a été entièrement consacré, vous l'avez constaté, aux affaires françaises et pour cause. Il nous arrive cependant une nouvelle de dernière minute qui nous indique qu'à la fin de la réunion des 15 alliés du pacte atlantique à Bruxelles, il a été décidé qu'on opérerait une réduction mutuelle et équilibrée des forces le plus tôt possible. Réduction de force qui est une nouvelle toujours intéressante lorsqu'il s'agit de gens qui représentent une alliance militaire. Sur ce, le journal est terminé. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.